Dans cette troisième vidéo destinée à l'analyse linéaire de la scène du bal dans La Princesse de Clèves, je m'occupe de toute la fin du texte, c'est-à-dire les lignes 16 à 25, et je commence par les lignes 16 à 19. Ce paragraphe poursuit la mise en valeur de Madame de Clèves. Les sentiments qu'elle provoque sont hyperboliques, tellement surpris de sa beauté, ligne 16, on ne peut leur résister, il ne put s'empêcher de, ligne 17. Cela a été déjà dit dans le paragraphe précédent, mais avec ce nouveau paragraphe, nous avons intégré un nouveau point de vue, une nouvelle focalisation. À la fin du deuxième paragraphe, le point de vue était omniscient. Ici, le point de vue est interne, et nous avons accès au sentiment direct de M. de Nemours, qui est le sujet de la surprise à la ligne 16. L'auteur emploie donc les mêmes mots entre la fin du deuxième paragraphe et le début du troisième. Certes, il était difficile, ligne 14, trouve écho dans « Il ne put s'empêcher de », ligne 17. Un grand étonnement, ligne 15, trouve écho dans « Tellement surpris », ligne 16. Vous voyez, ce sont des synonymes, mais cela correspond quand même assez exactement. Mais nous franchissons une nouvelle étape, car avec le point de vue interne, ce n'est plus un indéterminé, un indéfini qui pose un regard sur Madame de Clèves, mais c'est le duc de Nemours, le personnage important qui va lui faire face. Nous avons accès donc à une vraie rencontre cette fois, sous une forme passionnelle. La rencontre est validée, les deux phrases suivantes vont donc pour la première fois fondre les deux personnages dans le même pronom. Ils, au pluriel, commencèrent, ligne 17, ils ne s'étaient jamais vus, les voir danser, voilà trois pronoms où les deux personnages sont ensemble. L'éloge reste le même, de la part d'un indifférencié, comme nous en avons eu l'habitude, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. La reconnaissance de la passion est identique aux lignes précédentes. Cette fois-ci, elle est due aux rois et aux reines. Les rois et les reines trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître, c'était à la ligne 19. Cette dernière citation, insistant sur le caractère surprenant de leur attitude, met en valeur la force de leurs sentiments. Cette remarque est d'ailleurs liée à un fond culturel. Le XVIIe siècle est vraiment pétri de convenances, de bienséances, beaucoup de règles sont à observer, alors dans la littérature certes, mais également en société. Le rapprochement trop rapide des personnes en fait partie. Il risquerait de passer pour manque de bienséance. On observe donc bien, à la fin de ce paragraphe, la poursuite de l'éloge des personnages, mais avec une insistance particulière sur les marques de la passion réciproque qui accompagne la rencontre. Voilà donc pour les lignes 16 à 19. Je m'occupe maintenant des lignes 19 à 26 qui forment un tout. En effet, avec ces lignes, on change en partie d'atmosphère. L'auteur met en scène le milieu de la cour et la façon dont les deux personnages y sont liés. Il faut d'abord noter que juste avant et juste après leur danse, les rois et les reines interviennent. La danse est encadrée par leur intervention. On se souvient de la ligne 11. Le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. On arrive dans notre passage, après la danse, à la ligne 19. Ils, ça veut dire le roi et les reines, les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne. Mais on peut aussi rappeler la ligne 5. Madame la Dauphine le lui avait dépeint d'une sorte qu'elle lui avait donné de la curiosité. La cour, présente à toutes les étapes de la rencontre, semble donc l'organiser d'une certaine façon. On voit facilement que son importance, en nombre de lignes, dépasse largement le nombre de lignes en fait accordées à la danse, pourtant si fabuleuse entre les deux personnages. Cette dernière n'occupe en effet que 2 lignes contre 6 pour la cour. On peut se demander si les mécanismes qui conduisent à la passion et l'observation extérieure de la passion dans ce texte n'importent pas plus à l'auteur que la rencontre elle-même entre les deux personnages. Il faut ensuite noter que dans le dialogue qui suit, la parole ne circule pas librement entre les personnages. Elle prend la forme suivante. Le roi et les reines posent une question, c'est la ligne 20-21. Monsieur de Nemours répond, ligne 21 à 23. Madame la Dauphine intervient, ligne 23 à 24. Madame de Clèves répond, ligne 24-25. Et la Dauphine termine la conversation aux lignes 25 et 26. Les deux personnages ne se sont pas adressés la parole directement. Enfin, la description du décor, qui est source de vraisemblance romanesque, est totalement évacuée depuis le début du passage. Toute la place est donc laissée dans ces lignes à la relation avec la cour, qui constitue le seul décor en fait. Le contenu de ce dialogue est aussi pour l'auteur une manière de montrer l'implication et le jeu de la cour. Il commence par du discours indirect. Ils leur demandèrent si
Ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, ligne 20. C'est la manière pour l'auteur de montrer que son narrateur contrôle le dialogue, qui n'est pas toujours un rapport direct des paroles des personnages. Le dialogue, organisé par l'auteur, va donner un exemple des relations entre les personnages, il va servir à les illustrer, mais pas en tout cas à les rapporter directement. L'auteur considère ce dialogue en fait comme un outil de démonstration auprès du lecteur. Monsieur de Nemours, par exemple, maîtrise bien la parole et les expressions qui l'accompagnent, comme Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître. Je voudrais bien que, ligne 21-22, on voit très bien que sa phrase est longue, complexe, ce qui montre une connaissance approfondie du langage. La parole de la dauphine qui suit, il y a même quelque chose d'obligeant pour Monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu, nous permet de comprendre qu'il maîtrise également l'art de dissimuler ses pensées. La dauphine, quant à elle, maîtrise encore mieux le dialogue et les apparences de la cour. Je crois, dit Madame la dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. On voit ici qu'elle commente les paroles des autres personnages et décrypte surtout les apparences. En effet, le verbe savoir, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien, montre qu'elle a compris les pensées intérieures de Madame de Clèves. Dans sa deuxième réplique, vous devinez fort bien, ligne 25, elle fait même de Madame de Clèves la cible de son langage, de manière à démontrer son mensonge, car c'en est un. Il faut noter en effet que l'héroïne ne parle pas beaucoup dans ce dialogue. Sa parole occupe une ligne, contre 3 lignes pour la dauphine et 3 pour Monsieur de Nemours. Au cours du roman, plus généralement, sauf dans les moments de grande tension et à la fin, l'héroïne parle en fait très peu. Élevée par sa mère hors de la cour, elle en connaît les dangers, mais pas du tout les rouages. La parole est donc considérée comme un révélateur de ses sentiments, car elle ne la maîtrise pas, contrairement aux autres. Aussi préfère-t-elle généralement le silence, qui est parfois d'ailleurs tout aussi révélateur. Dans ces lignes, je vous assure, madame, reprit Madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez, ligne 24-25. L'auteur veut clairement montrer que Madame de Clèves ne maîtrise pas son apparence, qu'il laisse transparaître ses sentiments. Au contraire, les autres personnages n'ont pas droit à une expression qui montre leurs sentiments. Dit Monsieur de Nemours, ligne 21, répondit Madame la Dauphine, ligne 25. Et ce n'est pas dû à l'absence de point de vue interne, puisque nous nous trouvons, au début et à la fin de ce paragraphe, dans la tête d'un autre personnage. L'auteur en a fait un vrai choix. Ce mensonge, donc, de Madame de Clèves, soulevé par la Dauphine, est du reste corroboré par le narrateur lui-même dans le début du texte. Elle vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours. Elle a donc bien reconnu Monsieur de Nemours, mais il n'est pas bien séant, pour une femme mariée, d'avouer qu'elle l'a reconnu, parce que cela représenterait une marque d'intérêt pour un autre homme que son mari. À la fin de ce paragraphe, Madame de Clèves nous semble donc dans une mauvaise posture. Elle semble s'être laissée prendre au jeu de la cour. Dans quel but l'auteur met-il son personnage en danger? Dans cette analyse, nous avons vu que l'auteur met en définitive plus d'énergie à montrer les mécanismes de la rencontre qu'à décrire la rencontre elle-même et le décor dans lequel elle prend place. En revanche, elle met bien en valeur 2 personnages exemplaires en beauté et en élégance, mais c'est parce que, comme beaucoup d'auteurs classiques, elle a le goût pour les personnages emblématiques qui vont lui servir ensuite à réfléchir sur des situations amoureuses, politiques, sur la condition humaine, sur les mécanismes qui guident les hommes. Avec ce passage, en tout cas, il est clair que la réflexion commence. Quelle réponse une femme mariée va-t-elle donner à une passion conçue pour un autre homme, passion appuyée par la cour? Et voilà bien la raison pour laquelle l'auteur met son personnage en danger, c'est pour pouvoir justement lancer une réflexion. Nous retrouverons cette même réflexion dans le discours de Madame de Chartres, que l'on peut étudier aussi, et qui augmente la réponse que l'on peut déjà un peu concevoir dans ce passage. La cour est un milieu qui corrompt. Voilà la fin de cette 3e vidéo consacrée aux lignes 16 à 26, et voilà la fin de cette série de vidéos qui présentent une analyse linéaire de la scène du bal dans La Princesse de Clèves.